Parce qu'aujourd'hui, c'est bien facile de proclamer le caractère, la sacralité de l'article 220. Mais il ne faut pas avoir une lecture partielle, ni partiale de cet article 220, qui, comme je le dis dans ma tribune, a consacré la sacralité, a renforcé la sacralité d'une constitution qui, naturellement, ne peut être que sacrée pour qu'elle elle conforte le contrat social. C'est que vous avez l'alinéa premier de l'article 220 qui cristallise comme ne pouvant pas être touchés aussi bien les questions liées à la durée et au nombre des mandats du chef de l'État, 5 ans, 2 fois, une fois renouvelable, mais également la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais également la question relative à la forme républicaine de l'État, mais également des questions liées à l'expression souveraine. Vous avez là l'alinéa premier. Et l'alinéa 2 qui dispose, in extenso, qu'il est formellement interdit d'amorcer ou d'engager une révision qui aurait pour incidence de remettre en cause l'autonomie des provinces et des entités territoriales décentralisées. Parce qu'il faut restituer l'élaboration de la Constitution de 2006 dans le contexte de son élaboration, et lequel contexte était porté par 3 ou 4 fondamentaux. Le premier fondamental qui a été, on va dire, le plus formalisé, c'était la fin de la crise, la fin de la guerre, laquelle fin justifiait ou avait imposé une espèce de neutralisation des forces. Et donc pour cela, un système politique, un régime politique avait été mis en place pour que le chef de l'État n'ait pas tous les pouvoirs, qu'il soit contrebalancé par d'autres forces politiques qui annulent toute dynamique d'affirmation autoritaire. Mais il y a également, il y avait une nécessité de conforter la légitimité des institutions et de rejeter toute dynamique éventuelle ayant tendance à, ayant pour ambition à réhabiliter un parti-État, une dictature. Mais la troisième dimension était une réponse qu'il fallait donner au courant fédéraliste. Ça, c'est fondamental, il faut le noter. Face aux fédéralistes, la réponse avait été de dire, à défaut de consacrer une forme fédérale de l'État, que l'on mette en place une forme régionalisée. Ça veut dire qu'un État unitaire, mais dont la décentralisation serait si forte que les provinces et les entités seraient en mesure de disposer de tous les éléments de leur administration. D'où le sens de l'alinéa 2. Or, lorsque vous analysez la réforme de 2011, vous voyez bien que le chef de l'État a les attributs d'arbitrer et voire d'aller jusqu'à mettre en congé les parlements provinciaux et suspendre les gouverneurs. Ce qui est une violation de l'esprit de l'interdit de l'alinéa 2 de l'article 220. Vous avez aujourd'hui des parlements provinciaux qui peuvent être congédiés par le président de la République au motif d'une crise qui serait durable. La motivation politique peut être comprise, mais la justification constitutionnelle est inacceptable. Toujours en rapport avec cette question de l'autonomie des provinces et des ETD, mais se situe surtout
la question de l'autonomie financière. Vous ne pouvez pas établir comme étant autonome une entité qui ne dispose pas des moyens de son action. C'est une autonomie inexistante. On serait poli de dire que c'est une autonomie superficielle. C'est une autonomie qui n'existe pas. Mais constatez que, au-delà, et ça c'est même bien avant la réforme de 2011, l'ensemble des forces sociales et politiques du pays ont validé l'inconstitutionnalité de la rétrocession des 40%. Pourtant, pour consacrer, pour conforter le principe de l'autonomie, je crois l'article 197 ou 198 a établi que les provinces procèdent à la retenue à la source des revenus. Qu'en plus de la retenue à la source, soit mise en place une caisse de péréquation qui était censée, qui avait pour mission de rééquilibrer on va dire, passez-moi la tautologie, les déséquilibres financiers et économiques des provinces à la faveur de l'affectation de 10% des revenus nationaux. Jusqu'aujourd'hui, les 40% n'ont jamais été retenus à la source. Et lorsque un gouverneur de province a interrogé la Cour suprême de justice à l'époque, la Cour suprême s'est dessaisie, s'est déclarée incompétente par rapport à la question. Et donc, quand vous prenez ces aspects-là liés, ne serait-ce qu'à l'autonomie, aussi bien fonctionnelle, organique, que l'autonomie financière des provinces, donc des provinces et des ETD, vous vous rendez bien compte que la sacralisation, le verrou qui avait été établi, eh bien, a sauté. Et donc aujourd'hui, on peut s'interroger sur le fait que l'on recherche à préserver dans l'absolu l'article 220 qui a été vidé de sa substance. Et pour revenir par exemple, à la dimension de l'indépendance du pouvoir judiciaire, vous lisez la Constitution de 2006, la composition du pouvoir judiciaire, ce sont les cours, les tribunaux, mais également les parquets qui y sont rattachés. En 2011, la réforme a sorti les parquets. On peut le justifier. Les juristes peuvent trouver, ils ont bien entendu trouvé les justificatifs qui ont emmené à la mise sous la tutelle de l'exécutif des parquets. Mais ça a touché à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça, c'est une évidence. Et donc, quand vous considérez donc toutes ces dispositions, sans aller à prendre en compte le fait que les autorités des ETD, les institutions des ETD, que ce soit les assemblées comme les comités, les exécutifs donc comme les parlements locaux, parce que les ETD sont les communes rurales, les secteurs, les chefferies, les maires, comme on appelle ça, les villes, pardon, dont les responsables, qu'ils soient de l'exécutif, qu'ils soient des législatifs locaux, devaient être élus. Jusqu'aujourd'hui, la seule tentative qui avait été menée en 2024 a accouché d'une souris. Et donc, vous voyez bien que 20 ans après la sacralisation de l'article 220 pour cristalliser la solidité de la Constitution de 2006, non qu'on soit actuelle, révisée, eh bien, tous ces verrous ont sauté. Vous expliquez que aujourd'hui, les provinces n'ont pas des ressources, sinon que des ressources qui leur sont attribuées, allouées à volonté par le ministère national des Finances, ce qui est une inconstitutionnalité absolue. Vous avez des dirigeants des ETD qui sont jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Ngaliema, le bourgmestre de Ngaliema est jusqu'aujourd'hui désigné par l'exécutif, ce qui est une inconstitutionnalité qui a été acceptée par tous. Vous avez les ressources financières qui sont le socle d'une autonomie et qui devaient, parce que cette autonomie locale avait été recherchée pour construire un développement à partir de la base.
vous voyez que ni la retenue des 40% à la source, ni la caisse de péréquation qui consacrait la solidité financière du pays ont sauté. Je vous ai évoqué la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire d'un segment important de 200 de 2006. Il ne faut pas lire la révision de 2011 qui a sorti les parquets. Il faut lire la structure, la composition du pouvoir judiciaire en 2006. Vous voyez que dans tous les cas, la seule dimension qui reste à cette sacralisation de la 220 n'est que celle en rapport avec la durée et le nombre de mandats du chef de l'État. Encore que même à ce niveau-là, il y a eu un implicite dans le fait que 2 années sur la durée, nous avons un précédent qui établit aujourd'hui qu'on n'est plus sur les 5 années sacralisées. Et donc, de bout en bout, sauf à vouloir s'inscrire dans une dynamique d'inversion cognitive, d'une certaine inversion cognitive, eh ben, on ne peut pas dire qu'on ne touche pas à la 220. On ne peut pas dire que la 220 consacre la rigidité de la Constitution, alors que, quand bien même qu'il n'y aurait pas encore eu de changement formel, on a touché de manière implicite, indirecte, l'ensemble des verrous. Et donc, en conséquence, on peut s'interroger sur la nature de la sacralité recherchée. Et une interrogation, pour finir sur cette question, c'est de se demander, mais aujourd'hui nous voyons que la classe politique et sociale se mobilise autour de cette question de mandat et de la durée. Très bien. C'est très bien de préserver sa constitution, de lutter pour sa préservation. Mais nous n'avons jamais vu la même classe sociale et politique qui se mobilise avec la même hargne pour la préservation de ces compétences des ETD et des provinces dont je vous parle, notamment la retenue à la source, notamment la question de l'élection et de la mise en place des institutions élues, des entités locales. Alors que ce sont ces questions-là qui sont véritablement impactantes sur le bien-être direct de la population, bien plus que la question des mandats et la durée du chef de l'État, qui, bien entendu, ne sont pas des questions marginales. Et donc, on peut s'interroger sur ce choix sélectif, cette sélectivité cognitive, etc. Lorsqu'on dit « on se bat pour le peuple », on se bat pour la préservation d'une constitution qui a été vidée. Et c'est comme cela que nous avons interrogé, nous avons mis sur la table cette question-là, en notre qualité d'élite, pour dire, ben regardez messieurs, ce qu'il en est. Et donc, parce que la 220 a été vidée, et qu'elle n'existe plus en fait, il faut réarticuler un nouveau projet qui consacre ses acquis, mais dans le cadre d'une nouvelle structure constitutionnelle et institutionnelle qui se sort de cet empoisonnement, de l'empoisonnement, je dirais, de cette série à la fois consacrée des jurisprudences qui sont nocives, mais également de cette sorte de consentement tacite à l'inconstitutionnalité. Sauf si on s'en tient simplement à s'engager dans un combat ou dans des combats strictement de positionnement politicien.